Bonjour Mériadec Raffray, merci d'être Bonjour avec nous. Liselotte, bonjour Richard. Rédacteur en chef de VA Monde, et je cède la parole à nouveau à Richard. Merci beaucoup, Liselotte. Et Mériadec, évidemment, voilà, celui qui vient d'être nommé Premier ministre a été ministre des Armées pendant plusieurs années. Est-ce qu'on peut tirer un bilan de l'action de Sébastien Lecornu à ce ministère? Oui, je pense que, vous savez, on dit que ce sont les événements qui font les hommes souvent. En fait, Sébastien Lecornu, il a eu, j'appelle ça de la chance peut-être, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais il a eu l'opportunité en tout cas d'arriver à ce ministère au moment où ce ministère est redevenu le centre... non pas du monde, mais le centre de la vie politique et de la vie de l'actualité internationale. Je rappelle, la guerre d'Ukraine éclate en février 2022. Et Sébastien Lecornu est alors ministre d'Emmanuel Macron depuis 2017. Il est notamment chargé de piloter les Outre-mer. Et quelques mois plus tard, en mai 2023, Sébastien Lecornu est nommé en fait au ministère des Armées en remplacement de Florence Parly qui a fait son temps et qui est priée de laisser sa place. Une ministre qui était une techno très accro aux questions budgétaires mais qui n'avait aucun sens politique et déboule au ministère des Armées à l'hôtel de Brienne un jeune ministre qui a à l'époque, il a 36 ans. Donc il a une expérience ministérielle aux Outre-mer, donc il est déjà un petit Pentium un peu souverainiste, disons, quand on s'occupe des Outre-mer, on s'occupe évidemment des sujets régaliens, car les Outre-mer sont les portes avancées de la France dans le monde. Il travaille déjà aussi avec les militaires qui sont investis dans les Outre-mer et Sébastien Lecornu à l'époque, donc je le disais, un jeune ministre, mais il est d'abord un élu terrain. Il a fait sa carrière dans l'Eure. Il est également passionné de choses militaires. Son père travaillait dans l'industrie de défense, notamment à Vernon. Il est passionné des choses militaires. C'est un jeune officier de réserve dans la gendarmerie nationale. Donc on le voit d'ailleurs sur des photos avec l'uniforme, je crois, de commandant de la gendarmerie nationale. Donc il connaît la chose militaire. Il est passionné par ces sujets-là et c'est un lecteur assidu, notamment de Pierre Messmer, qui fut un ministre du général de Gaulle avant d'être Premier ministre. Il revendique un Pentium ou un ADN gaulliste ou gaulien plutôt pour être précis. Il a ça dans ses bagages. C'est également un ministre qui a les pieds. C'est un homme de terrain, donc il a les pieds sur terre. Il parle avec des élus. Il a été, je crois, maire de Vernon quelque temps, s'il l'est encore d'ailleurs. Il a un côté souple, il a un côté simple. Il a un côté bonhomme. Certains qui le critiquent disent très 4e République. Moi je l'ai vu faire. Il est assez naturel et assez sincère dans le rapport aux autres. Il n'a pas ce côté mécanique de tous ces hommes politiques qui ont passé leur temps à serrer des mains et qui font ça comme des pantins. Il avait cette fraîcheur en fait quand je l'ai vu rencontrer au début de son ministère. Et en 2023, en fait, il est propulsé au ministère des Armées, c'est l'homme de confiance d'Emmanuel Macron. L'homme qui ne trahira pas, qui ne plantera pas un couteau dans le dos d'Emmanuel Macron. Pour les questions de défense, c'est un sujet à la fois stratégique et politique. En 2017, Emmanuel Macron décide de stopper il confirme la fin de la baisse des crédits budgétaires pour les armées et il amorce une remontée en puissance qui est d'abord une réparation financière en fait des trous causés par les dividendes de la paix. Nous sommes donc dans la deuxième phase de cette étape de remontée en puissance et Sébastien Lecornu est chargé de piloter la construction, l'élaboration d'une deuxième loi de programmation militaire du quinquennat Emmanuel Macron, une loi après la loi de réparation, une loi dite de modernisation. Et en fait, le sujet est très compliqué, tout simplement parce que les besoins sont criants, les armées sont taillées au plus juste, à l'os, et terriens, aviateurs et marins, évidemment, se disputent. Alors à l'époque, on met sur la table une centaine de millions d'euros supplémentaires.
se dispute ce magot parce que non seulement les besoins sont criants, les trous commencent à devenir très béants, et de surcroît, tout le monde à ce moment-là a bien compris qu'il y avait une urgence à remonter en puissance vu le retour de la guerre en Europe de l'Est. Et donc apparaissent en plus sur la copie de nouveaux besoins urgents dans des segments qui avaient été passés par pertes et profits quand les crédits étaient en baisse, voire même inexistants. Je pense par exemple aux drones, je pense à la défense solaire, les militaires pensent aussi aux tirs dans la profondeur, et puis il faut reconstituer il faut redonner de l'épaisseur à l'outil militaire. On a une dizaine de frégates de haute mer, et le format prévoit qu'on en ait une quinzaine, donc il faut plus de bâtiments, c'est des outils, c'est des objets militaires qui coûtent extrêmement cher, hein, on est plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'euros. On sait également qu'il manque au moins un escadron de Rafale à l'armée de l'air. Il manque l'équivalent de plusieurs régiments à l'armée de terre, notamment de spécialistes. Tout ça, c'est d'ailleurs c'est Sébastien Lecornu qui le dira finalement ces derniers mois. À l'époque, il y a un débat sur la masse. Il faut retrouver de la masse, de l'épaisseur, versus le débat sur un modèle complet qui permettent d'agir dans tous les champs de la conflictualité. Et ce débat... Un modèle complet, mais échantillonnaire. Mais effectivement, échantillonnaire. Et ce débat va être tranché politiquement par Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron en disant on va attendre pour la masse, dans un premier temps, on va privilégier la cohérence. Autrement dit, on va acheter davantage, on va moderniser par exemple les blindés de l'armée de terre, mais en les modernisant, en les achetant, on va aussi s'assurer qu'on acquiert des pièces de rechange pour les faire fonctionner dans la durée, mais également, ça peut paraître un peu idiot, mais également des obus, suffisamment. Pour pouvoir les utiliser. Rappelons que les navires de l'armée française, pendant très longtemps, sont partis en mission sans munitions. Enfin, les spécialistes comme moi le savions, mais moi je ne souhaitais pas le dire en public pour ne pas affaiblir ou donner des signes d'affaiblissement, mais tout le monde le savait. Et donc, en fait, ce choix-là a été fait, et pour revenir à Sébastien Lecornu, celui-ci, en fait, comment dirais-je, éprouve les tensions dans les armées, à telle enseigne que moi je le rencontre pour mon premier grand interview de Sébastien Lecornu. D'ailleurs, le premier grand interview qu'il donne à la presse, il le donne à Valeurs Actuelles en février 2023. Et je le rencontre, c'est un hasard, chez le gouverneur militaire de Metz, ce jour-là où il est en déplacement au 3e hussard, 3e régiment de hussards, Bercheny. Il vient faire une inspection et il me dit, en me rencontrant dans les salons du gouverneur, il me dit, c'est la même où il y a quelques semaines, j'ai réuni le temps d'un week-end les 4 chefs d'état-major des armées, c'est-à-dire les 3 armées plus le patron des armées, en leur demandant, en leur enjoignant de se mettre d'accord dans la répartition des crédits, tellement la tension était forte chez ces grands chefs militaires qui jouaient évidemment leur réputation et leur budget. Donc Sébastien Lecornu, si vous voulez, va avoir l'habileté d'apaiser ces tensions, ou en tout cas de faire naître un consensus chez les chefs militaires pour pouvoir aller de l'avant. Ça va se régler assez facilement, et ensuite les prendre tous ensemble, les entraîner tous ensemble pour remonter en puissance et aller dans le bon sens. Donc c'est un homme, je pense, qui a découvert toutes ces questions de l'intérieur, qui a découvert aussi les chapelles militaires, et qui a su en fait prendre un peu de hauteur et surtout jouer en fait à la fois un peu le père Fouettard, mais aussi les facilitateurs. Vous voyez, il est capable, je crois, de manier à la fois la carotte et le bâton. L'expression n'est pas très heureuse, mais ce que je veux dire, c'est à la fois être un leader, un chef, c'est-à-dire décider, et en même temps entraîner par des consensus. C'est lui aussi qui, quelques temps plus tard, va piloter d'ailleurs un dossier un peu de communicant pas très évident, c'est-à-dire la transformation de l'économie française en économie de guerre.
je peux raconter une anecdote, par exemple, la première fois qu'il a réuni autour de la table à l'hôtel de Brienne les industriels, bon, ça s'est pas très bien passé, puisqu'en fait, il leur a dit, les gars, maintenant, il faut passer en économie de guerre, c'est-à-dire, il faut produire plus, mais bon, il n'y avait toujours pas de crédit, donc c'est pas... Il y a encore quelques mois, l'armée française avait plusieurs milliards d'euros d'impayés. Voilà, 8 milliards à peu près. Mais donc, il manquait dans l'addition annuelle 8 milliards d'euros. Et donc, en fait, tout simplement, après avoir sorti les trompettes, il s'est, peut-être d'ailleurs sur les ordres d'Emmanuel Macron, il a décidé de baisser un peu le ton pour travailler en profondeur. Et bon, la question de l'économie de guerre, c'est aussi une question de budget, de commande publique. Si vous n'avez pas de commande publique, les industriels ne vont pas faire des miracles. Bon, il a géré cette copie. Il a également géré une autre copie qui est une copie politique délicate. C'est la question du soutien militaire français à l'Ukraine. Vous savez, Richard, que la France a été accusée à bas bruit, enfin de manière indirecte par ses alliés fidèles, de parler beaucoup mais d'en faire assez peu. Je pense évidemment aux Allemands. Les Allemands, permettez-moi de le dire à votre place, qui ont profité de ce que l'Europe avait mis en place pour refourguer l'intégralité de leur matériel pourri vendu au prix de l'or aux Ukrainiens, pendant que les Français, eux, filaient gratuitement leurs canons César. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Ouais, mais t'as tapé sur les Allemands quand même. C'est un peu plus compliqué que ça. Il est vrai que les Allemands n'ont pas donné grand-chose, mais ont plutôt financé. Et finalement... les Français ont réussi à calibrer une copie leur permettant de faire une opération financière zéro, c'est-à-dire ils ont récupéré de l'argent à hauteur de ce qu'ils avaient donné. Bon, on saura les historiens écriront cette copie de manière précise, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que Sébastien Lecornu il y avait un récit, si vous voulez, politique officiel et qui ne correspondait pas forcément à la réalité de ce qu'ils ont fait. Ce que je veux dire, c'est il a plutôt essayé de préserver les moyens des armées, en tout cas financiers, si ce n'est évidemment quand vous ôtez aux cavaliers des chars AMX-10 RC roue canon et que vous les donnez aux Ukrainiens, même si ces chars sont en fin de vie et coûtent cher au budget des armées en soutien, ces chars existaient. Il y avait des équipages dans ces chars. Aujourd'hui, ces chars n'existent plus pour ces équipages-là. Donc il y a quand même un vrai problème, et ça c'est un choix politique. Néanmoins, je trouve que Sébastien Lecornu, et d'ailleurs ses conseillers militaires, car évidemment il a travaillé main dans la main avec les conseillers militaires, ont été assez habiles dans ce dossier. Sébastien Lecornu également, je trouve, était moins idéologue, en tout cas quand il parlait à Valeurs Actuelles, sur le dossier ukrainien que l'exécutif français a ultra politisé et idéologisé dès le départ. Je pense notamment au Quai d'Orsay. Emmanuel Macron, vous savez, a fait un grand écart sur le sujet, mais je pense notamment au Quai d'Orsay et à tous ces relais dans les think tanks mainstream français, très atlantistes au sens démocrate du terme, américain démocrate du terme. Et je trouve que Sébastien Lecornu était plus réaliste, moins idéologue, étant évidemment tenu par le narratif officiel, mais apportant volontiers de la nuance, en tout cas quand il s'exprimait dans les colonnes de Valeurs Actuelles. La dernière interview, grande interview politique qu'il a donnée, il l'a donnée également à Valeurs Actuelles, j'en ai parlé début juillet à cette antenne. On a vu au bout de 3 ans un Sébastien Lecornu épaissi, si vous voulez, avec de l'épaisseur. 39 ans, hein, il a 39 ans, il venait de fêter ses 39 ans quand je l'ai vu début juillet. C'était un ministre au cuir beaucoup plus tanné que celui que j'avais rencontré, dont j'avais fait la grande interview 3 ans plus tôt. Évidemment, une épaisseur acquise à piloter ce ministère régalien redevenu, comme je le disais tout à l'heure en introduction, au centre des préoccupations et comptant énormément en fait dans les choix politiques et surtout aux avant-postes en fait du bouleversement géopolitique mondial. Sébastien Lecornu aujourd'hui Premier ministre et je pense le premier Premier ministre ayant une idée très précise de la réalité, de la gravité des menaces
que constituent en fait les bouleversements géopolitiques mondiaux et du changement du barycentre de la géopolitique mondiale de l'ouest vers l'est. Il y a 15 jours, je crois, sur votre antenne, je parlais du sommet de Shanghai et je pense que Sébastien Lecornu, aujourd'hui Premier ministre, a cette qualité, cet atout que n'avaient pas les autres, c'est d'avoir été plongé dans cette marmite et de savoir quelle est la gravité de tout ce que l'on vit aujourd'hui, et donc l'importance et l'urgence de sortir la France de cette espèce de crise politique incapacitante qui menace de s'aggraver s'il ne trouve pas un compromis pour réaliser un budget en 2026. Sébastien Lecornu aussi, alors j'essaye de mettre en avant plutôt les qualités de l'homme, on parlera si vous voulez des défauts, mais il en a évidemment. En fait, avant même de parler de ses défauts personnels, parce que je ne parle pas des défauts personnels, je parle des défauts politiques, je ne rentre pas dans le personnel. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est... comme souvent en Macronie, il y a des déclarations d'intention et après l'exécution pêche un peu. C'est-à-dire, on a effectivement dit que c'était la loi de programmation militaire la plus ambitieuse, mais sa mise en œuvre ne va pas aussi vite qu'il était prévu. Il y avait des projets internationaux de coopération qui patinent un peu, de coopération sur le char du futur, l'avion du futur, du futur. Mais... Enfin, autrement dit, l'exécution n'est pas exactement à la hauteur des ambitions. Bien sûr, vous avez raison. Mais justement, je pense que Sébastien Lecornu, pendant ces 3 dernières années, a essayé de concilier autant que faire se peut les contraintes que vous venez les contraintes politiques, les contraintes idéologiques et les contraintes budgétaires d'un modèle militaire restant taillé au plus juste, malgré la remontée en puissance. Elle est budgétaire et militaire, elle est réelle. Mais vous savez, il est plus facile de casser une industrie ou un outil militaire que de le reconstruire. Les marins le savent pertinemment. Il a essayé de concilier ces contraintes SES, les siennes, ces contraintes politiques, militaires et budgétaires, avec une ambition intacte d'un président voyant toujours la France sous le côté de sa, comment dirais-je, avec une ambition humaniste et universelle, mais évidemment sans s'en donner les moyens et surtout en ayant cassé en fait ce qu'il restait un peu de la crédibilité de son représentant. Donc il a essayé de concilier les deux et bon an mal an quand même, l'ayant vu faire de loin et parfois de près puisque je l'ai accompagné 2 fois en voyage, il a mouillé la chemise. Il était depuis les résidences luxueuses des monarchies du Golfe Persique jusqu'au poste du sud Liban de nos casques bleus. Je l'ai accompagné notamment à Erevan en Arménie. Et pendant tous ces travaux qu'il a fait discrètement, cette action, ce travail, pas forcément sous le regard des caméras, je l'ai vu, on l'a vu et on me l'a confirmé, privilégié, essayer de mettre en avant, d'investir dans des dossiers qui avaient à la fois un sens militaire et politique. Et c'est peut-être là-dessus je voudrais lui rendre un hommage mesuré, mais un hommage quand même. Il a notamment mouillé la chemise pour des causes qui sont chères à son cœur de chrétien discret, le Liban, l'Arménie, qui sont en fait des dossiers, évidemment des dossiers idéologiques, politiques, ce que vous voulez, mais qui ont un sens à la fois politique et militaire quand on regarde ce qu'est capable aujourd'hui de faire l'armée française, dans quel endroit cette armée et ses politiques sont encore capables de marquer de leur empreinte et de faire évoluer une situation. Eh bien, ces 2 dossiers-là, Sébastien Lecornu les a particulièrement travaillés avec, en bonne intelligence, évidemment, je dirais, main dans la main avec les opérationnels. Donc, si vous voulez, voilà, on peut dire que Sébastien Lecornu était en ce sens un bon ministre des Armées. Il est arrivé dans une période où évidemment le ministère des Armées était à nouveau propulsé sur les devants de la scène, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais bon, si vous voulez qu'on parle des côtés peut-être moins positifs des Sébastien Lecornu, une proportion finalement au fil des temps, même si Lecornu n'a pas cédé au jeu des petites phrases médiatiques, il a eu une proportion importante au fil des temps à transformer en communication, rien que pour exister, un certain nombre de dossiers qui n'avaient aucune existence concrète. Et évidemment sur l'Ukraine, tout était bon pour faire de la communication et sculpter son image. 2 premiers ministrables disaient qu'il y a quelques mois les officiers qui étaient à leur côté, et certains souriaient en disant voire plus. On lui prêtait au sein de l'institution militaire, mais je ne sais pas si les militaires ont un sens politique très développé, on pourrait en reparler. En tout cas, on lui prêtait même carrément un dessin au-delà de celui de Premier ministre. Alors, il a chopé le virus comme tous les hommes politiques français. Voilà. Alors, très rapidement, à votre avis, qui va lui succéder ? Je ne sais, honnêtement, je ne sais pas du tout. Il y a quelques noms qui circulent comme d'habitude, mais je pense que personne ne sait aujourd'hui qui peut le gouverner. J'ai même entendu dire qu'il pourrait être à la fois Premier ministre et conserver le portefeuille de Brienne, ce que je ne crois pas, parce que la charge est aujourd'hui très importante et je pense que les militaires le verraient peut-être d'un mauvais œil. On verra. Les choses sont encore très floues et là, je crois où il a raison, c'est qu'il a répondu à toutes ces questions. Il a dit d'abord, on se met d'accord sur un projet politique, une feuille de route politique, et ensuite je nommerai un gouvernement. Je pense qu'il est prudent. Peut-être une dernière chose sur Sébastien. C'est en plus la mission que l'a confiée le président de la République. Voilà. Donc, mais finalement, il obéit. Peu importe les hommes, ce qui compte, c'est qu'il nomme un gouvernement sur une feuille de route qui soit claire et qui est en fait une chance d'exister. Et ensuite, les hommes mettront ça en musique. Peut-être une dernière chose quand même sur Sébastien Lecornu, toujours le politique. Je l'ai vu agir, ça me faisait sourire d'ailleurs, je l'ai vu agir au Parlement. En fait, il prenait prétexte du consensus régalien sur les questions de défense pour, si vous voulez, tisser des liens dans les salles, dans les couloirs, dans les buvettes parlementaires, au hasard de ses déplacements en province, avec ses oppositions, de droite comme de gauche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a le sens du contact et de la courtoisie. Voilà. Et en fait, on l'a vu, on a su, il a invité plusieurs fois Marine Le Pen et son équipe. J'ai même croisé Sarah Knafo, députée européenne patriote. Non, pas des patriotes, aidez-moi. Reconquête. Reconquête, voilà, c'est ça. Au Parlement européen, le 13 juillet, à la Garden Party traditionnelle, en présence du président de la République. Bon, voilà. Donc il a tissé des liens, il a envoyé des signaux me faisant dire, mais moi je ne suis pas un journaliste politique. Et je dis une chose en fait, avec laquelle la plupart des commentateurs politiques que la plupart des commentateurs politiques ne partagent pas. Moi, je l'ai vu en tout cas en capacité de nouer des liens intelligents et pragmatiques avec ses opposants. Et donc, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de dire, s'il y a bien un Premier ministre parmi les trois derniers qui serait capable de trouver un accord sur la table avec ses oppositions, c'est bien lui. Il n'a pas le même pentium que les anciens qui viennent de nous quitter et qui étaient restés, à mon avis, dans des schémas un peu contraints et un peu passéistes. Voilà. Merci beaucoup, Mériadec Raffray. Il nous reste 4 minutes pour évoquer Doha. Autrement dit, on s'est rendu compte que Israël avait tendance à considérer que l'ensemble du Moyen-Orient était son terrain de jeu, et donc ils sont allés bombarder au Qatar. Et le Qatar a reçu quelques missiles, a connu quelques morts. Le Hamas se rend compte qu'il n'est en sécurité nulle part. Et ce pays qui s'était fait une spécialité d'être l'intermédiaire, d'être un pays émissaire en quelque sorte, a lui aussi été frappé, ce qui est surprenant au regard de la diplomatie. Doha est en train de réagir. Ils ont convoqué une réunion locale des nations, des grandes nations musulmanes du Golfe. Est-ce qu'on est en train d'assister à une espèce de tour de piste pour montrer qu'on n'est pas content mais il ne va rien se passer, ou est-ce qu'au contraire, là aussi, l'action d'Israël va faire bouger les lignes autrement qu'il n'aurait souhaité ?
Effectivement, vous avez raison. Revenons à la grande politique ou la politique internationale. Hier même, à Doha, donc la capitale du Qatar, ce petit État de ou plutôt une monarchie gazière, bordé par les eaux chaudes du Golfe Persique, a réuni la plupart des États arabes ou musulmans, plutôt, vous avez raison, de la région, y compris le Syrien Al-Shara, y compris le président iranien Pezeshkian, pour faire le point sur quelque chose d'inédit. Le 8 septembre dernier, mardi dernier exactement, il y a une semaine, les avions d'Israël ont bombardé sans prévenir, on va en reparler, ont bombardé un complexe luxueux à Doha, où se trouvait la délégation des politiques du Hamas, officiellement invitée à Doha et officiellement en charge d'une négociation avec Israël pour trouver un accord diplomatique dans la guerre à Gaza. C'est un bombardement quand même pour expliquer aux gens important. Il y a eu plus de 6 morts, je crois, dont un civil. Des sous-fifres ont été tués, mais pas les cibles en question qui opportunément avaient laissé leur téléphone portable dans leur lieu de résidence pour aller prier, si mes informations sont exactes. Et un bombardement qui a lieu à 500 mètres à peine du grand quartier de toutes les ambassades occidentales qui résident à Doha. J'ai eu plusieurs retours de gens qui vivent sur place, et y compris de Qataris, qui ont été absolument choqués et surpris par ce bombardement dans cet État qui est un État ultra protégé par les États-Unis. Et je rappelle quand même qu'à Doha, il y a la plus grosse base américaine du Golfe Persique, y compris ce qu'on appelle CENTCOM. CENTCOM, c'est le grand commandement américain pour tout le Moyen-Orient, qui est basé à Doha. Donc il est évident pour les spécialistes que les avions israéliens n'ont pas troué le ciel moyen-oriental sans que les radars américains ne les voient, et évidemment ils n'ont pas été empêchés. C'est un tournant ou une surprise, un choc et un tournant dans la région, puisque jusqu'à présent les Américains, et en particulier à Doha, étaient in charge of, comme ils disent, de la sécurité de ces petits États qui se sentent toujours menacés. Et ça pose, donc il y a eu cette réunion hier, et ça pose plusieurs questions. La première, c'est la fiabilité évidemment de l'allié américain lorsqu'il donne des gages de sécurité. Et surtout, je vous rappelle qu'au mois de mai dernier, Donald Trump s'était engagé dans une grande tournée moyen-orientale, dont j'ai parlé ici même, pour proposer à tous ses alliés du Golfe Persique d'être l'artisan d'une paix durable et profitable pour tout le monde, qui passerait par la négociation avec l'Iran. Et donc vous avez évidemment vu que de l'eau avait coulé sous les ponts depuis. En juin, les Américains ont bombardé l'Iran, et là, surprise, les Américains n'ont pas en fait empêché Israël de bombarder Doha. Donc première question, que vaut la garantie américaine? Est-ce que demain cet événement va faciliter le retour, la montée en puissance de parrains alternatifs qui sont déjà dans la zone avec ces grandes puissances? Je parle évidemment de la Russie, mais on peut évidemment aussi évoquer la Chine, grande puissance qui souhaite jouer un rôle, qui joue un rôle diplomatique déjà dans cette région. Deuxième question. Deuxième question, mais hélas, nous n'avons plus le temps. Voilà. Mais on sait ce dont on parlera la semaine prochaine. Voilà. Merci Richard, en tout cas, pour cette demi-heure toujours passionnante en votre compagnie. Merci beaucoup, Mériadec Raffray, et à la semaine prochaine.